Bienvenue pour une vidéo pour une éducation qui soit pudique, populaire et révolutionnaire. Alors le thème d'aujourd'hui, je vous l'avais promis, c'est un thème concernant le consentement et le désir. On va essayer de s'interroger sur ces deux termes et voir un petit peu s'ils se chevauchent, si ce sont deux termes différents et comment est-ce qu'on peut les articuler. Commençons tout de suite avec la notion de consentement. Alors moi j'aime bien revenir à la question de l'étymologie des termes parce que je pense que ça remet tout de suite les choses dans leur contexte. Dans consentement, vous avez con et vous avez sentir. Donc, consentir avec, ça veut dire con, ça veut dire avec, et sentir, et ça dépend. Donc, si on entend juste avec l'oreille, quand on entend consentir, on entend sentir. Je pense que ça, c'est la base de ce que j'aimerais vous transmettre. Consentir, c'est d'abord une première étape. La première étape, c'est se sonder. Consentir, c'est déjà réfléchir, essayer de se sentir et se demander, est-ce que je le veux? Est-ce que je veux rentrer dans cette chambre? Est-ce que je veux avoir ce rapport sexuel? Et si vous avez déjà commencé ce rapport sexuel, est-ce que je veux le continuer? Donc la première étape, c'est prenez toujours le temps, voilà, à l'intérieur de vous-même, comme une forme de retrait à l'intérieur de vous-même et de vous dire, voilà, je veux ce rapport sexuel ou je ne veux pas ce rapport sexuel. OK? Donc ça, c'est le premier point. Pour pouvoir vous poser la question de si vous le voulez ou pas, il faut que votre consentement soit libre. Libre. D'ailleurs, vous l'avez en droit français, cette notion, un consentement libre et éclairé. Qu'est-ce que ça veut dire un consentement libre? Ça veut dire que consentement ne peut pas aller avec contrainte, ça ne peut pas aller avec peur. Si vous avez peur de votre partenaire, si vous avez peur, ça peut ne pas être votre partenaire d'ailleurs, ça peut être un homme que vous rencontrez, un homme que vous rencontrez dans la rue, un homme que vous connaissez. Dans 80% des cas de viol, c'est quelqu'un que vous connaissez. S'il y a la peur, une peur physique, on n'est pas dans un cas de consentement. Parce que votre volonté, elle est impactée par des critères extérieurs. Donc premier point, le plus important, il faut que ce soit un consentement libre. Pour pouvoir avoir un consentement libre, il faut avoir le temps et prendre le temps et avoir l'espace nécessaire, la sécurité nécessaire pour vous sonder et pour se sentir et vous sentir vous-même et vous demander si vous avez envie ou pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut que ce soit un consentement préalable. Ça, c'est extrêmement important et ça paraît presque évident en fait. Mais c'est pas si évident que ça. Pourquoi c'est pas si évident que ça? Déjà, ça dépend des pays. Par exemple, vous avez une loi qui est applicable en Californie qui fait que vous êtes dans l'obligation légale de poser la question à votre partenaire, si votre partenaire est consentant ou consentante. Ça m'amène au troisième point. Premier point, liberté. Deuxième point, il faut que ce soit préalable. Troisième point, il faut que ce soit explicite. Parce que on est dans une société qui nous dit que lorsque c'est explicite, ça tue le romantisme. Alors que si je pose clairement la question à ma partenaire ou à mon partenaire et si je lui dis: «Est-ce que tu es d'accord pour un rapport sexuel?» on va dire: «Tu sais, c'est pas très romantique, ça casse l'ambiance» et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça fait partie de la culture problématique et cette culture, c'est la culture de l'absence du consentement et certains diraient la culture du viol. Pourquoi, c'est problématique? Parce qu'un consentement explicite et ça m'amène aussi à l'étymologie du mot consentir. Consentire, sentire en italien et en latin, en fait, ça veut dire entendre. Donc consentir, c'est la capacité à se faire entendre et aussi à entendre l'autre. Donc dans l'idée de consentement, il y a l'idée qu'on échange quelque chose et en l'occurrence, on échange des paroles. C'est pas des actes. Oui, j'avais l'impression qu'elle était d'accord. Vous aviez l'impression qu'elle était d'accord. Alors là, on est dans quelque chose d'autre, on est dans quelque chose de subjectif, on est dans quelque chose de l'ordre de l'interprétation. Ouais, elle m'a proposé d'aller chez elle, ou moi quand je lui ai dit d'aller chez moi, elle a dit oui, ou finalement quand je suis venue, elle était en pyjama, donc si elle était en tenue de sommeil, ça veut dire qu'elle était d'accord. Et ce genre de choses qui font que, voilà, commencer à m'embrasser, ça voulait dire que c'est simple. S'il y a un doute, il y a pas de doute. On a tendance à entendre ce proverbe qui dit: «Qui ne dit mot consent». En droit français, c'est exactement l'opposé. Si la personne n'a pas expressément dit oui, l'idée, c'est que c'est non. Ça, c'est en théorie parce qu'en réalité, vu le taux de condamnation de viol, c'est un petit peu plus compliqué. En France, visiblement, on porte pas beaucoup de crédit à la parole des femmes lorsqu'elles disent qu'elles se sont fait abuser. Mais la question de la que ce soit explicite, c'est une question qui est centrale. Et c'est une question qui est centrale parce qu'elle est un petit peu, complexe, y compris pour les femmes elles-mêmes. Même lorsqu'une femme consent, même lorsqu'elle désire, elle va avoir du mal à exprimer clairement ce désir. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui a tendance à stigmatiser les femmes qui assument clairement leur désir sexuel et leur consentement, qui disent: «Bah oui, là j'ai envie de toi» ou «Oui, je suis d'accord pour ce rapport sexuel». Donc la plupart du temps, elles vont avoir du mal à elles-mêmes accepter le simple fait, qu'elles en aient envie qu'elles en aient envie. Donc ça, c'est extrêmement important aussi de déconstruire aussi toute cette idée qu'une femme respectable, une femme qui n'a pas le stigmate de la salope ou de la fille facile, puisse avoir du désir et de l'envie sexuelle et que ce soit pas simplement lié à l'envie de son partenaire. Donc consentement libre, consentement qui soit préalable, consentement qui soit explicite
Au sens où il faut désérotiser le silence. C'est-à-dire qu'entreprendre, parce que pour certains, ça va être le risque de casser l'ambiance. Si je lui pose la question, ça va casser l'ambiance. Bien, moi, je préfère largement prendre le risque de casser l'ambiance que le risque d'abuser potentiellement quelqu'un qui n'est pas d'accord pour avoir un rapport sexuel. Et donc, quelqu'un qui n'est pas d'accord pour avoir un rapport sexuel, et si on l'incite quand même à le faire, ça s'appelle un viol. Donc, il vaut mieux, appliquer simplement le principe de précaution, d'autant plus que c'est aussi une question d'éducation. Il faut s'éduquer à érotiser et à considérer que, bah, ça peut être sexy, quelqu'un qui dit une femme qui dit qu'elle a envie et qui est sûre d'elle. Et puis si la personne vous juge parce que vous êtes sûr de vos désirs et de votre consentement, eh bien, c'est peut-être pas la bonne personne pour vous. Donc préalable, donc d'abord libre, ensuite préalable, ensuite explicite. Le quatrième point qui est important, c'est la question de continuité. Il faut que le consentement soit continu. Alors ça, c'est quelque chose qui est plus surprenant pour beaucoup. Mais l'idée, c'est simple, vous pouvez commencer un rapport sexuel, vous pouvez être dans des logiques certains appelleraient ça préliminaire, c'est problématique à utiliser, mais voilà, vous pouvez être dans un moment d'intimité et décider d'arrêter ce moment. C'est pas parce que vous avez consenti au début que vous devez aller jusqu'au bout du rapport sexuel. Vous avez le droit de changer d'avis. Votre partenaire a le droit de changer d'avis à n'importe quel moment du rapport sexuel sans donner de justification. Ça, c'est extrêmement important puisque la question de continuité s'est posée dans le cas des couples mariés, avec ce qu'on appelait en droit français la présomption de consentement dans le cas des couples mariés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous étiez marié ou en couple, on considérait que par nature, parce que vous étiez dans une relation de couple, eh bien vous consentiez pour des rapports sexuels. Évidemment non, hein, puisque de toute façon après il y a eu la question de la reconnaissance du viol conjugal, on peut être marié et refuser un rapport sexuel, parce que le fait d'être marié ne signifie pas que votre corps est exproprié ou que vous avez un droit permanent d'avoir un rapport sexuel avec votre partenaire. Donc la question de continuité c'est très important, d'ailleurs l'abrogation de la présomption de consentement a été très tardive, puisque ça a été en 2010, tout comme la reconnaissance du viol conjugal qui a été aussi très tardif. Donc la question de la continuité et de la possibilité de changer d'avis. Donc la question de la liberté, la question d'avoir un consentement préalable, explicite, consentir, il faut qu'on puisse l'entendre, d'accord? Un consentement qui soit continu et un consentement qui soit lucide. Cinquième point extrêmement important. On ne peut pas consentir si on n'est pas lucide. Dans quel cas on n'est pas lucide? On est bourré. Si vous êtes bourré, si vous avez beaucoup bu, si vous ne pouvez même pas appeler votre prénom correctement, on ne peut pas considérer qu'il y ait consentement. Et ça aussi, c'est très problématique puisqu'il y a un certain nombre d'hommes eh bien, qui profitent de l'absence de pleine conscience de femmes qui ont bu de l'alcool ou qui sont sous drogue ou qui ont aussi pris des substances dans le milieu médical hein, et du coup qui vont abuser de cette absence de lucidité. Cette absence de lucidité, elle se pose aussi quand vous dormez ou quand vous êtes inconsciente. Vous ne pouvez pas consentir si vous dormez ou si vous êtes inconscient ou inconsciente, c'est impossible. Donc, par principe, il ne peut pas y avoir consentement. La question de la lucidité, elle est aussi très importante dans deux cas. De deux autres cas que ceux que je viens de nommer, qui sont que quand vous êtes en état d'ébriété, lorsque vous avez pris des substances psychotropes, lorsque vous êtes sous médicaments, lorsque vous dormez, lorsque vous perdez connaissance. Ça peut être aussi, par exemple, lorsque vous avez, dans le cas des trisomiques, est-ce qu'une personne qui est trisomique ou une personne qui a des troubles psychiques, des troubles mentaux importants, est-ce qu'on peut considérer qu'elle consent ou pas? Ça, c'est une question qui est extrêmement pointue. Il y a une autre question extrêmement pointue, c'est la question des enfants. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a consentement avec lucidité lorsqu'on a un enfant? Alors vous allez me dire, bah, c'est quoi cette question? Évidemment qu'il n'y en a pas, c'est un enfant. Eh bien, il y a peu, hein, il y a eu une affaire qui a fait scandale puisque un homme d'une vingtaine d'années, plus de 25 ans, il me semble, a abusé d'une jeune fille, une gamine de 11 ans. Et puis, les juges ont considéré qu'il s'agit d'une agression sexuelle et non pas d'un viol, parce qu'elle l'aurait suivi et que potentiellement elle était consentante. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a plein de pays d'Europe où il y a un âge finalement minimum du consentement on considère qu'il n'y a pas de consentement jusqu'à cet âge-là. En France, cet âge-là, il est extrêmement bas et extrêmement problématique. Donc voilà, il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser par rapport à ça. Pourquoi c'est important? Parce que dans le couple, la question du consentement peut se poser de manière beaucoup plus subtile. Et je vais vous inviter à vous interroger. Si vous êtes dans votre lit conjugal avec votre partenaire, vous êtes marié ou c'est juste votre compagne du moment, est-ce que insister jusqu'à ce que votre compagne cède
de façon à ce qu'elle ait un rapport sexuel avec vous, on peut considérer que c'est du consentement. À la lumière de ce que je viens de vous dire, non. Pourquoi non? Parce que le consentement doit être libre. Si vous exercez une forme de pression physique, c'est-à-dire si vous l'empêchez de dormir, elle est épuisée, elle va finir par céder. Donc céder, c'est pas consentir. C'est ça qui est extrêmement problématique et c'est ça sur lequel il va falloir aussi réfléchir. Si vous insistez, 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 vous êtes en train de harceler, pousser à bout votre partenaire. Il y a la question de la pression physique, puis il y a aussi la question de la pression psychologique et affective. Si vous lui dites: «Ben, quand tu fais pas l'amour avec moi, j'ai l'impression que tu me rejettes», ou «J'ai l'impression que tu m'aimes pas, est-ce que tu vois quelqu'un d'autre?» ou pire que ça, si vous lui dites: «Moi j'ai des besoins, si tu ne me satisfais pas sexuellement, faut pas t'étonner si». Le «faut pas t'étonner si» qui veut dire, si je te trompe et si je vais voir ailleurs, c'est du chantage affectif. Ce chantage affectif, à mon sens, il est incompatible avec la notion de consentement. Donc il faut être extrêmement prudent à ne pas harceler votre partenaire de manière à avoir un rapport sexuel avec votre partenaire. Et c'est d'autant plus important que il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier de dire. On ne peut pas faire l'amour ou on ne doit pas faire l'amour pour faire plaisir à l'autre. La règle dans les rapports sexuels, c'est quoi? Soyez égoïste. Pensez d'abord à vous, pensez d'abord à votre sécurité. Si vous êtes une femme, pensez d'abord à vous sentir. Ne faites pas l'amour pour faire plaisir à l'autre. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie de faire plaisir à votre partenaire. Ça ne veut pas dire qu'au moment d'avoir le rapport sexuel, vous n'allez pas, de faire l'amour avec votre partenaire, vous n'allez pas être attentionné, vous n'avez pas envie de lui donner du plaisir. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc la première chose qu'il me semble que vous deviez faire, c'est d'être sûr de votre consentement avant de vouloir faire plaisir. C'est pas une faveur, on n'est pas en train d'offrir des fleurs là. On est en train de parler à son corps, on est en train de parler de son corps. Et ça, c'est extrêmement important puisque c'est mécanique. C'est-à-dire qu'on peut consentir sans désirer. Si vous consentez parce que vous avez envie de faire plaisir ou parce qu'il y a une forme de pression en face et que vous ne désirez pas, eh bien votre corps, en tant que femme, ne va pas fabriquer de lubrifiant naturel, la cyprine. Vous n'allez pas mouiller trivialement. Et donc, s'il n'y a pas ça, ce lubrifiant naturel, vous risquez eh bien, d'avoir des douleurs physiques, des douleurs vaginales au moment de la pénétration. Du coup, il peut y avoir consentement sans désir, évidemment quand vous avez envie de faire plaisir à votre partenaire. Mais la question qui va se poser, c'est, et dans d'autres cas, les questions des travailleurs et des travailleuses du sexe. Si vous êtes une prostituée, vous pouvez consentir sans désir. C'est-à-dire que bah, le type qui vient, votre client qui ressemble à Dominique Strauss-Kahn, vous n'avez aucune envie d'avoir un rapport sexuel avec lui. Mais vous acceptez dans une relation tarifée s'il n'y a pas de contrainte. Et encore, c'est très difficile de dire qu'il n'y a pas de contrainte, hein, puis il y a une contrainte économique, une contrainte physique, mais l'idée c'est que vous pouvez consentir sans désir. Et vous pouvez aussi désirer son consentir. C'est quoi ces cas? Bah, par exemple, vous êtes un homme ou une femme mariée, vous êtes très très bien en couple, vous êtes très heureux, mais il y a un ou une de collègues de travail ou quelqu'un que vous rencontrez, vous croisez, et vous allez être irrésistiblement attiré physiquement par cette personne. Vous allez la désirer, le désirer, c'est plus fort que vous, c'est physique, c'est chimique, j'ai envie de vous dire. À ce moment-là, il n'y a rien à juger, il n'y a rien à corriger, c'est naturel, c'est normal, c'est pas grave. Simplement, vous pouvez désirer sans consentir. Vous pouvez n'avoir aucune envie de faire l'amour, enfin, c'est-à-dire désirer faire l'amour avec cette personne, mais ne pas du tout le faire, puisque de toute façon, vous avez décidé que vous étiez avec votre compagnon ou votre compagne et que vous n'aviez pas l'intention de le faire. Donc, il y a d'autres cas. Par exemple, si vous avez décidé de rester abstinent et abstinente jusqu'au mariage. Un certain nombre de personnes considèrent que les personnes qui sont abstinentes, ce sont des personnes qui n'ont pas de désir sexuel. On se réveille, hein? Pas du tout, en fait. Les femmes et les hommes qui décident d'être abstinents jusqu'au mariage, abstinents et abstinentes, ce sont des personnes qui ont du désir, pour la plupart, du désir sexuel. Simplement, elles font un choix. Donc, en ce sens, elles peuvent désirer sans consentir. Donc, évidemment, l'idéal, c'est quoi? C'est d'avoir les deux. C'est à la fois de vous sentir, de ne pas avoir de contraintes psychiques, physiques, d'avoir un consentement qui soit libre, qui soit explicite, qui soit préalable, qui soit continu, qui soit lucide, et le désir physique de votre partenaire. Et donc ça, c'est, j'allais dire, le combo parfait. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a une actualité un petit peu tendancieuse avec ces questions et puis, il y a aussi la question du consentement dans le milieu médical. Il y a eu un scandale des touchés vaginaux, c'est-à-dire qu'il y avait, des femmes qui venaient se faire opérer des dents de sagesse, par exemple, et lorsqu'elles étaient endormies, eh bien, certains personnels du corps médical s'entraînaient à faire des touchés vaginaux sur ces femmes, pendant elles étaient inconscientes. Il ne peut pas y avoir consentement. C'est là où c'est extrêmement difficile, notamment, à appliquer dans le milieu
milieu médical et ça nous pose un certain nombre de questions. J'espère vous avoir donné un certain nombre d'éléments pour pouvoir eh bien, vous permettre de distinguer la notion de consentement de la notion de désir, d'autant plus qu'on est dans une société qui ne met pas en avant la question du consentement explicite. Lorsque vous allez regarder les films, vous allez, j'espère, faire attention la prochaine fois que vous irez voir un film au box-office, eh bien souvent, une jeune femme est en train de parler, et puis là, d'un seul coup, le gars arrive et il l'embrasse. Hein. C'est un peu les kiss ferme ta gueule, hein, comme on les appellerait, c'est-à-dire que, ou alors la fille qui est en train de paniquer, elle parle trop et hop, on vient l'embrasser. Ça, c'est pas romantique, c'est une agression sexuelle. Elle ne vous a pas donné explicitement la possibilité de l'embrasser. Donc ça aussi, il faut déconstruire tout ça et désérotiser l'absence de consentement et donc désérotiser des formes de violence. Ça peut être extrêmement sexy aussi, eh bien, de dire pleinement ce qu'on veut et d'assumer pleinement ce qu'on veut. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera sur la question du body positif, c'est-à-dire la question du vous avez un corps, votre corps est vivant, il peut transpirer, il peut avoir un certain nombre de fonctions, et comment finalement on déconstruit les canons de beauté et on est pleinement à l'aise dans son corps et on accepte pleinement eh bien, le corps de sa ou de son partenaire. J'espère que ça a été utile, n'hésitez pas à partager, puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.